La Russie brûle, pas au sens figuré, mais littéralement, de la côte baltique, près de Saint-Pétersbourg, jusqu'aux terminaux de la mer Noire à Tuapse. Des raffineries de Samara, jusqu'à une usine de composants de navigation à Tcheboksary, à plus de 1200 km de la position ukrainienne la plus proche. L'infrastructure physique qui finance la machine de guerre de Vladimir Poutine est méthodiquement démantelée par un pays qui ne représente qu'une fraction de la taille de la Russie. Et au moment précis où la logique stratégique exigeait de l'adaptation, de la retenue, une réévaluation fondamentale de la façon dont la Russie soutient cette guerre, Poutine a pris la série de décisions la plus autodestructrice qu'un dirigeant en temps de guerre puisse prendre. Il a étranglé les communications de sa propre armée, il a aliéné sa population, brisé sa propre coordination sur le champ de bataille et offert à l'Ukraine les conditions opérationnelles exactes dont elle avait besoin pour accélérer une campagne de frappe en profondeur qui atteint maintenant des cibles que la Russie croyait intouchables. C'est pas l'histoire d'une seule mauvaise décision. C'est une étude de cas sur l'accumulation de calculs catastrophiques. Et ce qui arrive ensuite change tout. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie réellement au niveau stratégique, parce que la lecture dominante est passée presque entièrement à côté de l'architecture de cet échec. Pour comprendre la profondeur de l'erreur, il faut comprendre l'hypothèse sur laquelle elle reposait. Pendant 3 ans, la Russie a fonctionné selon un postulat stratégique fondamental en 2 parties. Première partie, la profondeur de la Russie, c'est-à-dire la distance géographique énorme entre ses infrastructures critiques et la frontière ukrainienne, constituait une forme de défense passive. Raffinerie de pétrole près de Saint-Pétersbourg, usines militaires dans la région de la Volga, terminaux d'exportation sur la Baltique, bases de bombardiers loin en Sibérie, tout cela était considéré comme hors de portée pratique des systèmes d'armes ukrainiens. Deuxième partie, la capacité de la Russie à soutenir la guerre dépendait de 2 piliers, les revenus des exportations de pétrole et un flux continu de corps humains envoyés vers la ligne de front plus vite que l'Ukraine ne pouvait les détruire. Tant que ces 2 piliers tenaient, le temps était supposément du côté de Moscou, c'était la théorie. Chaque décision stratégique prise par Poutine au cours des derniers mois a systématiquement démoli ces 2 piliers en même temps. Prenez du recul et regardez où se trouvait la Russie au début de 2026. Le rythme d'avancée sur le champ de bataille diminuait depuis novembre 2025. Selon l'organisme Institute for the Study of War, les forces russes s'emparaient en moyenne de 66 km² par jour au cours des 4 premiers mois de 2025. Pendant la même période en 2026, ce chiffre était tombé à 9 km² par jour, soit une baisse de 70% de l'élan territorial. Et cela devient encore plus sérieux à partir d'ici. En avril 2026, les forces russes n'ont pas simplement ralenti. Elles ont enregistré une perte territoriale nette de 106 km², la première fois que la Russie perdait du terrain sur une base mensuelle depuis l'opération ukrainienne de Koursk en août 2024. Pas une impasse, un recul. L'armée russe n'avance pas, elle se contracte. Et les raisons ne sont pas la météo, ni la chance, ni une accalmie temporaire. Les raisons sont structurelles et elles remontent directement aux décisions prises à Moscou. La première décision catastrophique a été la destruction de la propre architecture de communication de la Russie. À la fin de 2025 et au début de 2026, le Kremlin a lancé une répression en cascade contre les outils numériques dont sa propre armée dépendait. Les terminaux Starlink, que les forces russes utilisaient partout dans les territoires ukrainiens occupés, parfois en les achetant dans des magasins de villes occupés comme Kremina, ont été systématiquement désactivés en février 2026. SpaceX, agissant selon ce que des responsables ont décrit comme une conformité aux cadres internationaux de sanctions, a fermé les terminaux fonctionnant dans les zones contrôlées par la Russie. L'impact a été immédiat et dévastateur. Les unités russes de première ligne, qui avaient bâti tout leur flux de commandement et de contrôle autour de l'Internet par satellite, se sont soudainement retrouvées à l'aveugle. La coordination entre les unités s'est effondrée. Les opérateurs de drones ont perdu leur flux en temps réel. Les cycles de correction d'artillerie se sont allongés. L'Institut a documenté une détérioration mesurable de la coordination interarmes russe, qui a commencé en février et ne s'est pas rétablie. Mais Poutine ne s'est pas arrêté là.
Ce qui s'est produit ensuite constitue, selon n'importe quel standard de l'histoire militaire, l'une des blessures auto-infligées les plus inexplicables de toute la guerre. À partir de la fin de 2025, puis avec une escalade dramatique en février et mars 2026, le Kremlin a imposé des restrictions massives à Telegram, la plateforme de communication la plus critique pour les opérations militaires russes en Ukraine. Telegram n'était pas un luxe pour l'armée russe. C'était sa colonne vertébrale. Coordination d'unité à unité, demande logistique, rapport de perte, coordination de frappe de drones, réapprovisionnement en munitions, attribution de missions de tir. Tout passait par les canaux Telegram. Les soldats russes ont finalement reçu l'ordre de supprimer complètement l'application alors que le Kremlin poussait une transition vers une alternative contrôlée par l'État, conçue non pas pour l'efficacité opérationnelle mais pour la surveillance. Prenez un instant pour bien mesurer cela. Au milieu d'une guerre d'attrition écrasante, où la coordination sur le champ de bataille fait la différence entre l'avancée et l'effondrement, le gouvernement russe a délibérément dégradé la capacité de sa propre armée à communiquer. The Guardian a rapporté de rares critiques ouvertes de soldats russes et de blogueurs militaires pro-guerre. Reuters a documenté des unités de première ligne qui tentaient désespérément de trouver des solutions de contournement. Le Kremlin a publiquement rejeté ces inquiétudes, mais les données du champ de bataille racontaient une autre histoire. Les opérations offensives russes sont devenues plus fragmentées, moins bien coordonnées et plus vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes, précisément au moment où Moscou avait besoin d'une cohérence opérationnelle maximale. La question que vous devriez vous poser est pourquoi ? Pourquoi un gouvernement en guerre saboterait-il ses propres communications militaires ? La réponse révèle l'échec structurel plus profond. Poutine ne prenait pas une décision militaire, il prenait une décision de survie politique. Les restrictions imposées à Telegram, la coupure de Starlink, la répression plus large d'Internet qui a vu l'Internet mobile et les messages textes complètement coupés à Moscou pour le jour de la victoire, tout cela était motivé par une seule peur. Les troubles intérieurs. La cote d'approbation de Poutine, même selon les sondeurs contrôlés par l'État, est en baisse continue depuis 7 semaines consécutives. Vetasium, le propre centre de sondage du gouvernement russe, a enregistré qu'à la fin d'avril 2026-24, 1% des Russes disaient ne pas faire confiance à Poutine et 3% désapprouvaient son rendement. Ces deux chiffres étaient les plus élevés depuis le début de l'invasion à grande échelle. La fondation de l'opinion publique plaçait son approbation à 73%, le niveau le plus bas depuis les 72 premières heures de la guerre en février 2022. Et Medusa a rapporté que le Kremlin avait discrètement demandé aux médias loyaux de citer soit la source de sondage la plus favorable, soit d'éviter complètement de rapporter les chiffres. La vraie question n'est pas de savoir si la cote d'approbation de Poutine baisse, c'est de savoir ce qui provoque ce recul. Et la réponse est brutalement simple. La douleur économique, la fatigue de la guerre et les conséquences visibles d'une guerre qui devait être terminée en 3 jours, mais qui a maintenant coûté la vie à plus de 350 000 militaires russes confirmés morts. Ce chiffre a été publié le 9 mai, le jour de la victoire lui-même, par une enquête conjointe de Medusa, Mediazona et du service russe de BBC News. Au moins 352 000 militaires russes tués entre février 2022 et la fin 2025, et c'est le chiffre minimal documenté. Il n'inclut pas les combattants étrangers, il n'inclut pas les soldats toujours inscrits comme disparus sans procédure judiciaire complétée, il n'inclut pas les dizaines de milliers de morts supplémentaires au cours des 4 premiers mois de 2026, une période durant laquelle les estimations ukrainiennes placent les pertes russes totales, morts et blessés, à plus de 156 000. Et cela devient encore plus sérieux à partir d'ici. La crise des effectifs n'est pas théorique, elle est arithmétique. En décembre 2025, pour la première fois de la guerre, les pertes mensuelles russes ont dépassé le recrutement mensuel. La Russie a ajouté 27 400 soldats sous contrat, elle a perdu 33 200 tués et blessés, le déficit a persisté entre décembre 2025 et avril 2026, les forces russes ont perdu environ 156 700 membres du personnel, tout en recrutant que 148 400, soit un manque net de plus de 8 000 soldats en 5 mois.
C'est pas un écart récupérable quand vous essayez simultanément de tenir une ligne de front de 1000 km et de défendre l'infrastructure industrielle de tout un pays contre des frappes en profondeur de plus en plus nombreuses. La réponse de Poutine à cette crise des effectifs n'a pas été une adaptation stratégique. Il a plutôt choisi une escalade clandestine. En décembre 2025, il a signé des lois rendant la conscription militaire annuelle plutôt que saisonnière, éliminant les fenêtres traditionnelles de conscription du printemps et de l'automne. Il a autorisé le déploiement de réservistes pour protéger les infrastructures critiques, un habillage légal conçu pour rapprocher des catégories de personnel auparavant protégées de rôles de combat. Les commissariats militaires russes ont reçu le pouvoir de mener des processus de conscription à tout moment. Des entreprises de la région de Ryazan ont été obligées d'envoyer un pourcentage de leurs employés au ministère de la Défense. Des universités ont subi des pressions pour convaincre des étudiants de signer des contrats avec des unités de système sans pilote, sous des promesses manipulatrices selon lesquelles ils ne seraient pas envoyés au front. Des prisonniers, des personnes visées par des enquêtes criminelles et des individus ayant des dettes financières impayées ont été aspirés dans les filières de recrutement. Des ressortissants étrangers de 136 pays, au moins 28 000 d'entre eux, ont été recrutés par une combinaison d'incitations financières, de tromperie et d'exploitation de leur vulnérabilité juridique. Puis la Biélorussie a fermé la voie de sortie. Les réfractaires russes à la conscription, qui s'étaient auparavant rendus en Biélorussie avant de fuir vers la Géorgie ou d'autres pays, ont découvert que cette sortie était scellée. Les forces de sécurité cherchaient et extradaient des fugitifs russes depuis la Biélorussie depuis mars. Le Kremlin ne peut pas se permettre une mobilisation ouverte. La mobilisation partielle de 2022 avait déclenché des manifestations nationales et l'exode de 261 000 hommes. Alors, à la place, il construit une machine de conscription clandestine conçue pour alimenter le front encore, tout en cachant l'ampleur à une population qui se retourne déjà contre la guerre. C'est là que la logique cumulative devient dévastatrice. Poutine a simultanément dégradé les communications de son armée, aliéné sa population, restreint les outils Internet que ses citoyens utilisent au quotidien et imposé une conscription clandestine pendant que son armée saignait plus vite qu'elle ne pouvait recruter. Et pendant cette fenêtre précise de paralysie stratégique auto-infligée, l'Ukraine a exécuté l'expansion la plus spectaculaire de sa campagne de frappe en profondeur de toute la guerre. Les chiffres racontent l'histoire avec une clarté brutale. Selon le chercheur français en source ouverte Clément Mène, l'Ukraine a lancé environ 1000 drones en Russie en août 2024. En juillet 2025, ce chiffre avait triplé pour atteindre 3000. En mars 2026, il avait atteint 7000, le premier mois de toute la guerre où l'Ukraine a lancé plus de drones en Russie que la Russie n'en a lancé en Ukraine. Ce n'est pas une augmentation marginale, c'est une inversion stratégique. Et l'Ukraine ne lançait pas simplement plus de drones. Elle lançait des drones plus intelligents, plus profondément, et contre des cibles qui frappaient directement la capacité de la Russie à financer et soutenir la guerre. L'Ukraine a frappé les infrastructures pétrolières russes, au moins 20, et une fois rien qu'en avril, dont 9 frappes contre des installations de transformation. L'impact cumulatif a fait tomber le volume de traitement du pétrole brut russe à son niveau le plus bas depuis 2009, un creux de 16 ans atteint non pas seulement par les sanctions, mais par l'ingénierie ukrainienne et le courage opérationnel. La raffinerie de Kirishi, près de Saint-Pétersbourg, l'une des plus grandes de Russie avec 400 000 barils par jour, a été frappée par des drones ukrainiens au début de mai. L'installation n'était plus opérationnelle depuis la fin mars à cause d'une frappe précédente. Le port russe de Tuapse sur la mer Noire a été touché 4 fois en une seule semaine. Des résidents ont rapporté que des gouttelettes huileuses tombaient sur leur quartier. Les terminaux de la Baltique, à Ust-Luga et à Primorsk, ont été ciblés à répétition. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une guerre économique systématique menée à portée intercontinentale par un pays qui était censé tomber en 72 heures. La leçon plus large ici est doctrinale et elle sera étudiée dans les collèges militaires pendant des décennies. L'Ukraine a développé une méthodologie de frappe en profondeur par couche qui exploite exactement la vulnérabilité créée par les décisions de Poutine.
D'abord, les essaims de drones ukrainiens sont utilisés pour saturer et épuiser les systèmes de défense aérienne russes. 40 et une unité de défense aérienne russe ont été détruites en mars seulement, selon les forces ukrainiennes des systèmes sans pilote. Une fois le parapluie de défense aérienne percé, la deuxième couche arrive, des missiles de croisière, dont le nouveau Flamingo construit en Ukraine, avec son ogive de 1000 kg, frappant des cibles à des portées dépassant 1200 km. Le 5 mai, des missiles Flamingo ont frappé une usine de Tcheboksary qui fabrique des composants de navigation pour l'armée russe, une installation située à plus de 1200 km de l'Ukraine. Le président Zelensky a personnellement publié les images de la frappe. La sophistication doctrinale, voilà ce que la couverture dominante manque. Il ne s'agit pas seulement de portée. Il s'agit de séquençage. Les drones d'abord pour épuiser les défenses. Les missiles ensuite pour détruire des cibles de grande valeur. Et le problème géographique auquel la Russie fait face est insoluble. Comme l'a documenté Fabian Hoffman, chercheur à l'université d'Oslo, l'immensité de la Russie, qui devait être sa profondeur stratégique, est devenue sa vulnérabilité. La perte d'un seul système de défense aérienne peut laisser toute une région sans protection. Et le refus apparent du Kremlin de redéployer les actifs de défense aérienne depuis l'anneau serré autour de Moscou, motivé par la peur politique et non par la logique militaire, signifie que les installations énergétiques et industrielles éloignées restent exposées. Poutine protège ses parades militaires pendant que l'Ukraine brûle ses flux de revenus. Et cela nous amène au développement opérationnel le plus audacieux de toute la guerre. Le 7 mai, l'Ukraine a lancé la deuxième plus grande attaque de drones de l'histoire de la guerre. 347 drones ukrainiens interceptés dans 20 régions russes, avec des dizaines d'autres qui ont pénétré les défenses. Près d'une centaine de vols entrant et sortant des 3 grands aéroports de Moscou ont été retardés ou annulés avant midi. C'était pas une frappe isolée, c'était une campagne aérienne nationale menée contre une puissance continentale dotée de l'arme nucléaire par un pays qui se bat pour sa survie. Et le moment était délibéré. L'attaque est survenue 2 jours avant le jour de la victoire, la commémoration nationale, laïque la plus sacrée de Russie, et elle a forcé la concession la plus humiliante de toute la présidence de Poutine. Pour la première fois, en près de 2 décennies, le défilé annuel de la Place Rouge ne présentait aucun char, aucun missile balistique intercontinental, aucun équipement militaire lourd, d'aucune sorte. À la place, le gouvernement russe a diffusé des vidéos pré-produites et préenregistrées sur des écrans installés sur la Place Rouge, pendant que l'Internet mobile et les messages textes étaient coupés dans toute la capitale. Prenez le temps de visualiser cette image. La nation qui définit son identité par la puissance militaire a tenu son plus important défilé militaire sans équipement militaire, derrière une panne organisée d'Internet, pendant que des drones ukrainiens atteignaient sa capitale. Poutine se tenait sur la tribune, flanqué non pas de commandants opérationnels, mais de symboles. Un vétéran de guerre d'un côté, un soldat décoré de l'opération militaire spéciale de l'autre. Pendant que la guerre réelle vidait sa démonstration de puissance de son contenu, le gouverneur de l'oblast de Leningrad avait déjà déclaré sa région zone de front après que 243 drones ukrainiens eurent été interceptés au-dessus de la province dans les 3 premiers mois de 2026 seulement. L'oblast de Leningrad se trouve à 600 km du point le plus proche de l'Ukraine. La vraie question n'est pas de savoir si la Russie peut se remettre de l'un ou l'autre de ses échecs pris séparément, c'est de savoir si l'effet cumulatif est désormais irréversible. La Russie perd plus de soldats qu'elle ne peut en recruter. Son avancée territoriale s'est effondrée à 1/3 du rythme de l'an dernier et est devenue négative en avril. Sa capacité de traitement du pétrole est à son plus bas niveau en 6 ans. Ses communications militaires ont été sabotées par son propre gouvernement. Son réseau de défense aérienne est systématiquement démantelé. La cote d'approbation de son président est à son plus bas niveau en temps de guerre. Sa cérémonie nationale la plus importante a été dépouillée de matériel militaire et menée derrière une coupure d'Internet. Et le pays qui inflige tout cela n'est pas l'OTAN, ce ne sont pas les États-Unis.
C'est l'Ukraine qui opère avec des drones produits localement, des missiles de croisière conçus chez elle, et un cycle d'adaptation doctrinale qui a constamment dépassé tout ce que la Russie a mis en place. L'histoire retiendra que le tournant décisif n'a pas été une seule bataille ou une seule arme. Ce fut une séquence de décisions prises à Moscou qui ont sacrifié l'efficacité militaire au contrôle politique, qui ont échangé la capacité opérationnelle contre la surveillance intérieure et qui ont choisi l'apparence de la force plutôt que la réalité de l'adaptation. Poutine n'a pas perdu parce que l'Ukraine était forte. Poutine a perdu parce qu'au moment où l'adaptation était la seule stratégie viable, il a choisi la rigidité, il a choisi la peur. Il a choisi de protéger la parade plutôt que le périmètre. Et la question la plus difficile est celle à laquelle la Russie ne peut pas encore répondre. Si c'est la trajectoire à 350 000 morts confirmée, avec une ligne de front qui se contracte, avec une cote d'approbation qui s'effondre, avec une économie sous la pression simultanée des sanctions et de la dégradation par frappe de drone. Alors, à quoi ressemblent les 12 prochains mois ? Parce que l'Ukraine ne ralentit pas. Sa production de drones accélère, sa portée de frappe s'étend. Son cycle d'innovation doctrinale se resserre et chaque décision prise par Poutine au cours des 6 derniers mois a aggravé le problème au lieu de l'améliorer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.